Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai rassemblé mon courage pour être en mesure de vous parler à vous directement, face à face et non derrière la caméra. J'espère que vous avez passé une magnifique nouvelle lune en Cancer. Il y en a même eu 2. J'espère que vous en avez profité. Maintenant, on entre dans la saison du Lion. On passe à d'autres choses. Là, on est ailleurs. Écoutez, que vous dire sur la saison du Lion? C'est un signe de feu, c'est le signe fixe de l'été. Comme on sait, il y a 4 signes fixes, donc un pour chaque saison. Je ne rentrerai pas dans les gros détails là-dessus. Lion, Taureau, Verseau, Scorpion. On est en plein cœur de l'été. Lughnasadh s'en vient, donc c'est une des 4 fêtes sacratoriales, une fête du feu. Il y a beaucoup de feu dans l'air. C'est une saison flamboyante, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion dans l'air. Et donc, je voulais profiter de cette énergie lionesque pour vous parler d'un sujet qui revient quand même assez souvent dans ma pratique à moi durant cette saison de Lion, c'est-à-dire l'archétype de la reine. En magie, en sorcellerie, paganisme, on parle souvent d'archétypes. C'est des outils qui nous aident à nous découvrir et à nous développer. Les 3 principaux archétypes qu'on va parler, c'est la Vierge, la Mère, la Vieille Femme ou la Crone en anglais qu'on va dire. On parle parfois aussi de l'archétype de la guerrière ou de la sorcière. Mais j'ai remarqué, peut-être que c'est juste moi, qu'on ne parle pas beaucoup de l'archétype de la reine. Et pourquoi la reine dans cette saison? Ben je sais pas, il y a quelque chose de royal dans le lion, hein? C'est quand même le roi de la jungle, le roi lion, Richard, cœur de lion. Le lion est un symbole de royauté pour beaucoup de cultures, dont l'Angleterre, qui ont gardé leur monarchie et leur reine. Et je vais beaucoup en parler. Donc, avant de plonger dans le sujet, je vais donc prendre le temps avec vous d'analyser et de décortiquer un petit peu les multiples facettes de cet archétype-là. Et on va regarder ensemble en quoi cet archétype-là peut être utile dans notre pratique, soit spirituelle que notre pratique de développement, de croissance personnelle. Et je vais aussi vous proposer quelques moyens pour travailler concrètement avec l'énergie de la reine dans votre propre pratique. Tout d'abord, on ne peut pas commencer à parler de la reine sans mentionner toute la controverse que cette figure-là suscite chez nous. Pour certains, certaines, c'est une figure qui peut paraître austère, froide, distante, égocentrique, avare, contrôlante. Une figure qui veut maintenir le pouvoir et s'enrichir sur le dos de ses sujets. C'est un peu aussi le symbole d'un vieux monde, d'une vieille institut, un peu désuète, où les êtres humains n'étaient pas tous considérés égaux, où les êtres humains étaient définis par leur naissance et non pas par ce qu'ils deviennent par eux-mêmes. Donc, si on naissait esclave, on était un esclave toute sa vie. Si on naissait dans la royauté, eh bien, on faisait partie de la royauté. Donc, ça n'avait aucun rapport avec les capacités ou aptitudes de chaque être. Donc, ça représente encore un petit peu cette vieille mentalité, cette vieille manière de voir les choses. C'est un vieux monde qui n'existe plus, bien évidemment, en théorie. Donc, la reine aussi peut parfois paraître un peu snob ou déconnectée, gâtée, pourrie, un peu déconnectée là, de la réalité de ces sujets, de la réalité de la classe ouvrière qui la fait vivre. Exemple, Marie-Antoinette qui dit qu'il mange de la brioche à ces sujets qui sont en train de se rebeller contre elle parce qu'ils sont en train de crever de faim
pour pouvoir payer des taxes pour qu'elle puisse se payer des belles robes et des belles perruques. Voilà. Puis c'est peut-être juste mon impression à moi, mais je trouve que, et peut-être que je me trompe, vous me le direz, mais je trouve que dans le milieu francophone, en tout cas je vais parler pour la francophonie parce que j'en fais partie, mais je trouve qu'on a un peu plus de résistance avec ce concept-là parce que, ben voilà, les Français tout d'abord ont complètement décapité leur reine et leur roi, littéralement, et symboliquement aussi, ils ont complètement juste coupé la tête de l'État. Ils ont carrément enrayé la monarchie de leur système politique, contrairement aux Britanniques qui ont gardé leur royauté. Pour les francophones du Canada, pour les Québécois, la figure de la reine d'Angleterre, qui est quand même un symbole, nous rappelle un peu la défaite de la Nouvelle-France face aux Anglais. C'est un peu, ou c'est tout simplement un symbole un peu désuet de notre histoire avec l'Angleterre. Pour certains, c'est juste la face sur nos pièces de monnaie puis nos billets de vin, sans plus. Je pense pas qu'on est extrêmement attaché à la reine comme les Anglais le sont. Et c'est peut-être un peu normal, voilà, c'est pas notre reine. Mais elle est quand même présente, d'une certaine manière. Une autre raison de pourquoi on rencontre un peu de résistance avec la figure de la reine, c'est que l'histoire et la culture populaire est truffée de méchantes reines. C'est souvent des figures, voilà, c'est des despotes, assoiffées de pouvoir, sont tyranniques, jalouses, envieuses, manipulatrices, qui ont souvent fait verser beaucoup de sang. Donc on a juste à penser à Marie Tudor, Marie la Première, la fille de Henri VIII, qu'on a surnommée la Reine sanglante, et qui d'ailleurs a inspiré Marie Rouge. On parle aussi d'Isabelle d'Espagne, Marie-Antoinette, je l'ai mentionné, Alexandra Fedorovna, qui était la dernière tsarine de Russie, avec Nicolas, le tsar Nicolas, donc la mère de Anastasia, qui était techniquement pas une reine, mais même chose. Catherine de Médicis aussi, mais aussi dans des personnages de contes de fées, comme la méchante reine dans Blanche-Neige. Elle est carrément appelée méchante reine. C'est son nom, méchante reine. On a aussi la reine des cœurs dans Alice au pays des merveilles qui veut juste faire décapiter tout le monde pour absolument toutes les raisons. Qui d'ailleurs, je pense, tire son inspiration de Marie Tudor. Mais je me trompe peut-être. Dans le théâtre, on a le personnage de Lady Macbeth dans la pièce de Shakespeare qui va manipuler son mari et faire tuer le roi Duncan pour pouvoir devenir reine et qui va devenir complètement rongée par la culpabilité et ça va la rendre folle. Longue histoire. Une autre raison pourquoi la figure de la reine est une figure assez controversée, c'est que de parce qu'elles sont à la tête de l'État, elles sont obligées parfois de prendre des décisions qui ne plaisent pas à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde et je pense que c'est encore plus vrai pour une reine. Malheureusement, la reine doit trancher. Et il y a des gens qui vont être heureux, il y en a qui ne le seront pas. On peut aussi spéculer que pour une société qui a évolué dans une mentalité assez patriarcale, l'idée d'une femme au pouvoir, ça peut être problématique. Et ça pourrait engendrer la volonté d'entreprendre une campagne de salissage à l'endroit de ces femmes-là. Beaucoup de souveraines, même les reines les plus aimées, les plus célébrées, ont subi de la propagande à leur encontre, souvent par des hommes de pouvoir ou des hommes de la cour qui étaient pas d'accord avec le fait d'avoir une femme au-dessus d'eux qui prenait les décisions. Donc cette résistance-là face à la figure de la reine subsiste encore aujourd'hui. Petite anecdote, ceux qui me connaissent savent que je suis une fan de la série My Little Pony, la version de 2010. Et dans la série, il y a le personnage de la princesse Celestia, qui est en fait, par définition, une reine, parce que voilà, elle est au pouvoir, et c'est elle qui prend les décisions, et c'est elle qui dirige le royaume de Equestria.
Au départ, dans le script, elle devait être appelée Reine Celestia. Mais la maison de production a décidé de rayer ça et de le changer pour Princesse Celestia parce que dans le monde des enfants, la reine est associée à une figure méchante ou vilain et la princesse est associée à quelque chose de gentil et d'innocent. Toutefois, malgré cette mauvaise réputation, la figure de la reine nous fascine encore et toujours. Qui n'a jamais rêvé, au moins une fois dans sa vie, d'être une reine? Parce que la royauté représente un idéal, un fantasme qu'on a tout un petit peu, qu'on a tout déjà eu. Qui a jamais rêvé de vivre dans un château entouré de richesses, avec des belles grandes robes, des bijoux et la couronne, entouré de serviteurs qui nous obéissent au doigt et à l'œil et d'avoir le pouvoir. C'est une image, c'est un fantasme, c'est un rêve. D'ailleurs, aujourd'hui, la famille royale en Angleterre, c'est des célébrités aujourd'hui. Et leur rôle n'est pas autant politique que symbolique et cérémoniel. Leur but, c'est d'être beau, puis de vendre du rêve, puis nous vendre un conte de fées. On a juste à penser au mariage de Kate et William. On en parlait. C'est comme on les aime, Kate et William, oh my God. Ils sont là pour montrer une image de la puissance de l'État. Mais moi, je trouve que la figure de la reine, ce qui me fascine le plus personnellement avec la figure de la reine, c'est que c'est une personne qui doit se battre 2 fois plus qu'un roi, qu'un homme, pour rester au pouvoir. Parce qu'elle doit, en plus de, régner, prendre des décisions, elle doit se battre pour faire valoir sa crédibilité en tant que femme à la tête de l'État. Pendant longtemps, historiquement, la mentalité, encore une fois, on peut supposer qui était issue d'une mentalité patriarcale, c'était que les femmes étaient trop émotives, hystériques, sensibles, passionnées pour prendre des décisions, la tête froide, pour prendre des décisions éclairées, pour régner. Et pourtant, l'histoire est remplie d'instances où les reines ont eu beaucoup de succès, ont été très prisées, ont été très louangées. Boudica, Élisabeth Ière, Élisabeth II, la reine Marie de Teck, donc la grand-mère d'Élisabeth II, la reine Victoria, Aliénor d'Aquitaine, et j'en passe, sont des reines qui, malgré la controverse, c'est sûr qu'on peut pas plaire à tout le monde, sont reconnues comme étant des reines qui ont eu du succès, qui ont été louangées, aimées par leur peuple. Pourquoi? C'est ici que je veux en venir. Une bonne reine. Et pour moi, c'est ici vraiment l'essence, la quintessence de l'archétype de la reine. C'est quelqu'un qui doit mettre l'intérêt et le bien-être de son royaume, de ses sujets, avant les siens. Elle doit donc savoir mettre ses émotions, ses doutes, ses incertitudes, ses peurs de côté, afin de pouvoir garder une tête froide quand vient le temps de prendre des décisions importantes. Quand un état au complet repose sur tes épaules, tu ne peux pas perdre ton temps avec le piège de tes propres pensées. Tu peux pas perdre ton temps à tout le temps te remettre en question. Il y a des décisions à prendre, il y a des actions à être entreprises pour le bien de tous. C'est pas le temps de penser à soi et à ses petits problèmes, à ses petites bébites, comme je les appelle. Un exemple de ça, et c'est l'exemple qui a un peu fait naître chez moi la réflexion de l'archétype de la reine, c'est dans la série The Crown sur Netflix, qui est inspirée en fait de l'histoire d'Élisabeth II, seconde, où, dans un épisode où elle apprend que son père est mort et qu'elle doit maintenant devenir la reine, qu'elle doit lui succéder, sa grand-mère lui explique dans une lettre qu'elle lui envoie qu'à partir de maintenant, elle allait être en combat constant entre Élisabeth et Élisabeth la reine. Ce que Élisabeth veut n'est pas nécessairement ce que la reine doit faire. Le devoir doit passer
en premier. L'État, le royaume, doit passer en premier. Qu'à partir du moment où elle devient reine, elle allait devoir supprimer ou mettre ses sentiments de côté quand vient le temps de régner, de prendre des décisions. Le sens du devoir requiert de faire ce qui doit être fait pour le bien de tous et non pas ce qu'on voudrait faire. Être reine, c'est pas juste faire ce qu'on veut quand on veut parce qu'on est reine pour notre pouvoir absolu. Une bonne reine fait ce qu'elle a à faire. Et être une reine, c'est pas un privilège, c'est un devoir. La couronne est lourde à porter. Et quand tu te mets dans le rôle de la reine, quand tu mets la couronne sur la tête, c'est plus le temps de paniquer, de te remettre en question. C'est un rôle, comme un acteur sur scène. On met ses beaux vêtements, ses belles robes, ses belles parures, on met les bijoux, on met la couronne, on lève le rideau, et voilà, tu es une reine. Tu joues un personnage, un rôle. Et tu appartiens à l'État. Et tu dois servir tes sujets. Et c'est avec cet aspect-là de la reine, de la bonne reine, qui incarne vraiment l'archétype. Donc, travailler avec l'archétype de la reine, c'est se dire, aujourd'hui, n'importe quand je mets ma couronne, quand je joue le rôle de reine, je mets mon ego, mes incertitudes de côté pour être capable de faire ce que je dois faire pour assurer le bien-être, la prospérité de mon royaume. Et ici, votre royaume, c'est votre vie, vos projets, votre carrière, votre travail, vos ambitions, vos rêves. Vos sujets, c'est vous-même. Vous êtes vous-même sujet de votre royaume, mais aussi tous les gens qui vous entourent, tout simplement. Quand je mets ma couronne, quand je joue le rôle de reine, je me concentre pour être capable de faire les choses que je dois faire, les choses que j'aime pas nécessairement faire. Les choses qui, en temps normal, seraient difficiles pour moi de faire. Je les fais parce qu'elles doivent être faites pour le bien de mon royaume. Voilà. Si vous êtes comme moi, une personne hyper sensible, très émotive, qui a tendance à se laisser diriger par ses émotions, qui a tendance à trop se laisser influencer ou se laisser mener par ses sentiments, ça pourrait être intéressant pour vous, à ce moment-là, de commencer à intégrer cette notion-là d'archétype, de reine. C'est le concept de se prendre en main, le concept de discipline, d'organisation, de pragmatisme. Mettre un visage, celui de la reine, sur ces concepts-là, c'est tout simplement un moyen de mieux se visualiser ces concepts-là qui seraient, pour certaines personnes, dont moi, plus abstraites ou plus difficiles à visualiser, à personnifier. Donc, c'est vraiment juste une manière d'incarner ces concepts-là, de donner une vie à ces concepts-là, une voix, un visage, pour être capable de mieux les intégrer, pour être capable de mieux travailler avec. Bien évidemment, nuance à faire, il ne s'agit pas d'être comme ça à tous les jours, tout le temps de notre vie, parce que mener à tout le temps refouler ses émotions, on finirait par devenir fou. C'est normal d'avoir des émotions, c'est normal de ressentir des choses, on est humain, et c'est même très sain de s'accorder des moments où on peut les ressentir, où on peut prendre le temps de s'asseoir avec ces sentiments-là, mais c'est important de pas se laisser noyer dans un tourbillon d'émotions. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'apporter la nuance que travailler avec l'archétype de la reine, c'est pas 24 heures sur 24. C'est à des moments choisis. Exemple, quand vous êtes à la job. Gardez-vous en tête aussi, petit avertissement, que c'est un travail et donc ça demande de la pratique et du temps. Tapez-vous pas sur la tête si ça marche pas ou si une journée c'est plus difficile. Le but, c'est pas de vous mettre plus de pression.
Le but, c'est de vous faciliter les choses, c'est de vous aider au travail. Pas de vous sentir mal si vous n'êtes pas capable de le faire. C'est normal. Ça prend de la pratique. Il y en a pour qui ça vient pas naturellement. Ça va juste prendre plus de temps. Puis une reine traite ces sujets avec patience et compassion. Et vous êtes vous-même un de vos propres sujets. Alors soyez patient puis compatissant dans ce travail-là. Donc, concrètement, et ça c'est le bout de le fun, comment on peut faire pour appliquer, travailler, intégrer cette notion de la reine dans notre quotidien, que ce soit dans notre pratique spirituelle ou de croissance personnelle. Je vous lance ici des idées en rafale, mais je vous invite, vous, à arriver avec vos propres idées. Si ces vidéos, d'ailleurs, vous inspirent vos propres réflexions et vos propres idées et que vous voulez les partager, je vous invite à le faire dans les commentaires. Ce serait vraiment génial. Premièrement, et je pense que ça devrait un peu être la première étape pour tout type de travail spirituel ou de croissance personnelle que vous entreprenez quand vous vous attaquez à un concept ou un archétype, une notion, blablabla. C'est tout simplement de prendre un moment pour écrire sur le sujet. Donc, c'est ça dans votre journal ou à l'ordinateur, n'importe où. Juste prendre un moment, un instant pour vous asseoir, réfléchir, faire vos propres réflexions personnelles, apprivoiser la notion, vous l'approprier et l'écrire. Dans cette vidéo, je vous en ai quand même offert un petit peu, mais si ça vient faire naître en vous des réflexions de plus, s'il y a des thèmes ou des notions que j'ai pas abordées qui viennent compléter cette notion-là, ben allez-y, allez-y à fond. Et si vous voulez partager, comme je vous dis, dans les commentaires, ce serait vraiment génial. Mais à la base, je pense de vraiment juste écrire, OK, reine, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Voilà, la première étape est faite. Ensuite, c'est là qu'on commence à travailler avec nos mains. Vous pourriez créer ce qu'on appelle un vision board. Donc, c'est sur n'importe quelle surface, un bout de carton, une affiche, un tableau. Tout simplement, vous faites un collage de photos, de découpeurs de magazines ou de journaux, de dessins, de croquis, n'importe quoi. Que vous collez ensemble, vous faites un montage. Ça peut être collé avec la colle, ça peut être juste piné dans un tableau en liège, ça peut être juste des post-it, ça peut être des mots, ça peut être des phrases, ça peut être des mantras, ça peut être des symboles, ça peut être n'importe quoi. Mais qui vous inspire ou qui vous rappelle cette notion-là de reine. Le principe de ça, c'est de l'accrocher par la suite en quelque part où vous allez le voir à tous les jours ou juste simplement le voir au moment où vous en avez besoin. Fait que ce soit votre bureau, votre espace de travail, ou peut-être que c'est à côté de votre miroir quand vous vous préparez le matin pour aller travailler. L'idée, là, c'est vraiment juste d'avoir un support visuel qui nous aide à visuellement intégrer la notion inconsciemment. C'est à force de, à tous les jours, voir ce montage-là, on finit par intégrer la notion sans même s'en rendre compte. Vous pourriez créer un symbole ou un sigil qui représente cette notion de reine, l'archétype la reine. Et là, les manières de créer un sigil et un symbole, il y en a plein. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus non plus. L'important, c'est vraiment de faire quelque chose qui vous ressemble, qui vous interpelle, d'y aller à votre façon. Puis c'est vraiment cool avec un symbole, c'est que on peut faire n'importe quoi avec ça. On peut le mettre où on veut, sur n'importe quelle surface. On peut graver, dessiner, broder, tricoter, peindre. On peut le mettre n'importe où, un bout de papier, une tasse.
On peut le broder sur un foulard, un morceau de tissu. Il y a tellement de choses à faire avec ça. On peut le dessiner sur un tableau, même le mettre là, sur une surface de travail à votre bureau, même votre ordinateur, votre téléphone, votre crayon préféré, votre tasse à café. Vous pourriez consacrer un bijou ou un accessoire ou un objet que vous pouvez porter. Une bague, des boucles d'oreilles, un collier, je sais pas moi, un bracelet, une broche. Une broche, c'est élégant, une broche. Voilà, que vous avez choisi spécialement pour ça et que vous allez porter uniquement pour ça. Donc, ce que je vous suggère de faire à ce moment-là, quand vous choisissez cet objet, c'est vraiment juste de commencer par le purifier comme il faut, juste pour enlever les énergies anciennes, les énergies qui sont restées, surtout si c'est un objet que vous venez d'acheter ou un objet que vous avez porté pendant longtemps sans raison, en tout cas pas pour cette raison-là. Et donc ça, vous le faites de la manière que vous voulez, là. Je vais pas passer toute la vidéo à vous expliquer comment purifier un objet. Il y en a beaucoup de vidéos à ce sujet, là, j'ai pas besoin de vous expliquer ici. Puis ensuite, vous allez consacrer l'objet. Encore une fois, ça peut être de la manière que vous voulez. Il y a beaucoup encore de vidéos et d'informations sur comment consacrer un objet, mais ça peut être aussi simple que juste le tenir sur son cœur, puis de dire un mantra ou une prière à l'effet qu'on veut. Ou vous pourriez faire quelque chose de super élaboré avec des chandelles, puis de l'encens, puis votre symbole, puis vous mettez votre objet dessus, puis là, blablabla. Magie! Voilà, l'important, là, c'est vraiment juste de créer un moment spécial où vous allez imprégner l'objet de vos intentions pour que à chaque fois que vous portez l'objet, vous pensez aux intentions que vous avez mis dans l'objet. Donc, c'est imprégner à votre manière vos intentions dans l'objet de sorte que lorsque vous portez l'objet ou le bijou ou l'accessoire, c'est gravé dans votre tête qu'au moment où vous enfilez l'objet, l'accessoire, vous êtes une reine. Exemple, mon foulard. OK, quand je mets ce foulard-là, puis là, je vais broder mon symbole dessus. Puis, tiens, je vais mettre comme un parfum qui me fait penser à telle reine. Ou quand je mets ce parfum-là, je me sens comme une reine. Fait que là, je vais mettre ce parfum-là sur le foulard. Puis là, quand je mets mon foulard, bam, je suis une reine. Je suis la reine de mon propre royaume. C'est aussi simple que ça. Parlant de parfum, si vous êtes une personne avec l'odorat sensible, si les odeurs vous influencent beaucoup, ben alors travaillez avec l'odorat. Faites-vous un parfum ou un parfum d'ambiance que vous pouvez vaporiser à votre espace de travail. Voilà, je suis une reine. Faites une huile parfumée, un mélange d'huile parfumée avec des huiles essentielles, c'est vraiment super niaiseux. Vous prenez de l'huile d'olive, vous mettez vos huiles essentielles dedans et puis vous en mettez. Et voilà, vous avez l'association de l'odeur dans votre tête à l'archétype de la reine. Et puis voilà, à chaque fois que je vais sentir cette odeur, ça va me rappeler que je suis une reine. Ou si vous n'avez pas le temps de créer un parfum, ou si c'est pas vous, ça vous tente pas, vous pouvez juste travailler avec un parfum déjà fait, là. Peut-être que vous avez un parfum dans votre collection de parfums. Peut-être que vous avez, comme moi, une collection de parfums. Peut-être que vous avez déjà un parfum que vous n'utilisez pas beaucoup, mais que vous aimez et que quand vous le portez, vous vous sentez là, hey, hot, là. Moi, là, quand je mets du Chanel numéro 5, je me sens comme une boss. C'est peut-être ça. Et donc, à ce moment-là, vous pourriez prendre cette bouteille-là et, encore une fois, la consacrer.
Peut-être juste rajouter une petite décoration, un petit bijou, un petit ruban, un dessin, votre symbole peut-être, juste pour que ce soit pas juste une bouteille de parfum normale, qu'il y ait un petit quelque chose de spécial pour vous rappeler que c'est votre parfum de reine. Si vous êtes bien motivé, puis si vous avez bien les moyens, vous pourriez aussi vous acheter une bouteille de parfum uniquement pour ça. Si vous aimez l'aromathérapie et si vous avez un diffuseur, ben peut-être que vous pourriez faire un mélange d'huile déjà faite dans une bouteille ou tout simplement là, juste une recette là, du genre, ok, 2 gouttes d'huile essentielle de ça, 3 de gouttes essentielles de ci, et vous mettez ça dans votre diffuseur et balabim, balaboum, voilà, c'est fait. Et votre diffuseur, ben voilà, vous pouvez diffuser pendant que vous vous coiffez, vous vous maquillez ou carrément au travail. Moi, j'ai un petit diffuseur, il se branche sur mon ordinateur, puis je peux faire diffuser des huiles pendant que je travaille. Ou si je travaille à la maison. Il faut y aller un petit peu avec les contraintes de votre travail, bien évidemment. Si vous pouvez, vous pourriez vous faire un mélange d'encens si ça marche un peu de la même manière. Et si vous travaillez déjà avec les cartes de tarot, ben il y en a des reines dans le tarot. Hein? Il y a la reine de coupe, la reine de bâton, la reine de pentacle et la reine d'épée. Sans compter qu'il y a l'impératrice aussi, ou l'empereur, qui sont des cartes qui travaillent un petit peu là, avec ces énergies-là aussi. Vous pouvez tout simplement sortir la carte, puis la mettre sur votre bureau. Ou l'accrocher après votre ordi, la mettre sur votre vision board. Peut-être que dans votre pratique spirituelle, vous travaillez déjà avec des déesses qui ont des aspects plus de reine. Faites un peu de recherche, voir si votre déesse n'a pas déjà un aspect royal ou de monarque ou de reine ou de souveraine. Si vous travaillez déjà avec un autel sur lequel vous placez vos objets rituels, vos décorations, pourriez faire un autel dédié à cette pratique de l'archétype de la reine. Mettre une effigie de reine avec toutes sortes d'objets qui vous font penser à cet archétype-là, de sorte que quand vous vous asseyez, vous allumez une chandelle, vous méditez, vous pouvez méditer avec cet archétype-là. Vous pouvez vous créer un mantra. Ça, c'est quand même super intéressant, parce que le mantra, on peut vraiment le combiner à toutes sortes d'autres façons de faire. On peut l'écrire, on peut le dire à voix haute. Si vous êtes plus auditif, travaillez avec la musique. Peut-être qu'il y a une chanson que quand vous l'écoutez, vous vous sentez comme une reine, vous vous sentez d'attaque. Peut-être qu'il y en a plein, mais alors faites-vous une playlist que vous mettez dans votre téléphone, ou sur Spotify, ou YouTube, que vous pouvez écouter dans l'auto, en allant à la job, que vous pouvez écouter en vous coiffant, en vous maquillant, ou même en travaillant dans l'autobus. Il y a peut-être un mélange de thé que vous achetez déjà, ou que vous pourriez faire vous-même. C'est facile de juste mélanger des herbes avec du thé, ou une sorte de café, peut-être. Mais que vous mettez dans une belle boîte, par exemple, qui vous rappelle le travail que vous faites. Et vous pouvez décorer cette boîte-là, vous pouvez la peinturer, vous pouvez mettre votre symbole, vous pouvez charger le mélange de thé. Il y a plein de façons de faire. Peut-être qu'il y a une tasse spéciale que vous utilisez seulement au travail, qui est votre tasse de reine. Et peut-être que vous pourriez infuser votre mélange de thé, que vous buvez dans votre tasse de reine. On peut combiner toutes ces idées-là ensemble. Les possibilités sont infinies. Vous pourriez écrire votre symbole, écrire votre mantra dans la tasse, sur le bord de la tasse, sur le dessus de la tasse. Vous pourriez aller au café céramique puis vous peindre vous-même votre tasse. Ça serait épique. Puis il y a toutes sortes d'objets magiques qu'on peut créer. Des sachets magiques, une amulette. Vous pouvez trouver une roche, une pierre. Ça, c'est ma pierre de reine. Vous la mettez dans votre poche. Puis quand vous en avez besoin au travail, parce que vous commencez à sentir les émotions, vous la sortez, vous la prenez, mais vous vous rappelez que vous êtes une reine. Ça peut être ça. Ou si vous êtes vraiment là, over the top, super motivé, vous pouvez carrément comme créer un objet. Là. Ça, c'est vraiment juste un exemple banal. Là. Je vais au Dollarama, j'achète
les espèces de grandes chandelles là, qui brûlent pendant 7 jours. Vous pouvez dessiner, vous pouvez juste imprimer une photo, la coller là, écrire une petite prière, écrire votre mantra ou votre symbole. Et merci, bonsoir. Là. Moi, j'étais un petit peu motivée, là, je l'ai un peu peinturé et tout, mais c'est pas obligé d'être aussi élaboré si c'est trop compliqué pour vous. Ou, si vous êtes vraiment extravagant, over the top, si vous voulez vraiment y aller à fond, ben allez-y avec une couronne. Tout simplement. Ce serait quand même fou, ce serait quand même vraiment fou, genre d'avoir une vraie couronne, puis juste de se la mettre sur la tête, puis de travailler avec sa couronne. Mais tu sais, ça peut juste être une petite passe à cheveux comme ça, là, tu sais, c'est assez discret, c'est subtil. L'important, là, c'est vraiment juste d'y aller avec ses besoins, d'y aller avec ses talents, ses aptitudes. Compliquez-vous pas la vie si vous n'êtes pas un grand peintre ou une brodeuse ou la couture ou les bijoux, vous aimez pas ça, ben faites pas quelque chose comme ça. Faites de quoi avec ce que vous êtes capable de faire, avec vos talents. Moi, là, je suis une technopoche, là, mais si vous êtes designer graphique, genre, puis vous êtes capable de faire des images de fou, vous êtes le pro de Photoshop, ben faites de quoi de virtuel que vous pouvez mettre sur votre ordi, comme fond d'écran, comme screensaver. L'important, c'est d'y aller avec son imagination, de laisser aller sa créativité. Vous faites ça pour vous, vous faites pas ça pour les autres, on s'en fout. Faites quelque chose qui vous parle, qui vient vous chercher, qui travaille sur votre mental à vous, qui va programmer votre tête à vous. Vous aimez pas ça, les couleurs? Faites de quoi en noir et blanc. Vous aimez ça quand il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de glitter? Ben, mettez des brillants partout. Puis au pire, vous allez en ramasser sur vous pendant 2 semaines, c'est pas grave. Essentiellement, là, tout ce que vous voulez, c'est quelque chose pour vous raccrocher au concept de la reine, de devoir, de discipline. Quand vous sentez les émotions faire surface au travail, quand c'est pas le moment, établissez-vous un horaire. OK, du lundi au vendredi, de telle heure à telle heure, je mets, on va dire que c'est une bague, je mets ma bague de reine, là. Ce serait cool, une bague de couronne, là, ce serait vraiment... Je mets ma bague, puis là, je suis la reine, OK? Puis tant et aussi longtemps que je porte ma bague de 9 à 5, je suis une reine. Puis, toutes les émotions, puis les peurs, puis les incertitudes qui vont monter à la surface, ben là, je vais respirer, je vais les mettre de côté. La minute que j'enlève ma bague, que je suis plus au travail, que je suis plus à job, je suis en pyjama chez nous, vous les laisserez arriver, ces émotions-là, puis vous les gérerez à ce moment-là. C'est tout simplement d'avoir un espèce de rappel psychologique. Donc voilà, ça fait pas mal le tour pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça a suscité en vous toutes sortes de réflexions et toutes sortes d'idées aussi. Donc gênez-vous pas si vous avez des questions, mais si vous voulez partager aussi vos idées, vos réflexions, ça serait vraiment génial, je serais vraiment curieuse de vous entendre à ce sujet-là. Et comme d'habitude, si vous pourriez liker cette vidéo et vous souscrire à la chaîne YouTube, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Il me reste de la disponibilité pour les séances de divination, consultation par vidéoconférence. Donc, gênez-vous pas pour prendre rendez-vous, soit par courriel ou sur la page Facebook. Tous les détails sont dans la vidéo description. Je vous invite aussi à aimer la page Facebook et à me suivre sur le compte Instagram de Lune est belle aussi. Donc, je vous souhaite une merveilleuse saison du Lion. Et nous, on va se revoir pour la nouvelle lune en Lion qui est toujours haute en couleurs. Mais voilà, je vous souhaite un bon été. Bye bye!